Le droit et nous, dans la grande matinale avec Alioutal sur Africa numéro 1. Bienvenue à tous, le droit et nous, comme tous les mercredis. Ouais, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs. Alors, vous avez été français, mais vous avez perdu la nationalité française. Comment la recouvrer? C'est donc le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, Maître Tal. Bonjour Phil. Bonjour. Alors, quels sont les moyens légaux pour un étranger qui a été français dans une autre vie ou dans le passé de récupérer sa nationalité française et d'en faire bénéficier ses enfants? Effectivement, dans le principe, il faut admettre qu'on peut perdre sa nationalité et aussi on peut recouvrer cette nationalité, ça veut dire récupérer. Et le terme aujourd'hui, c'est recouvrer. Donc, effectivement, quand on perd sa nationalité, ça peut être par différents procédés, on va y venir. Et donc, il y a des possibilités que la loi permet à certaines catégories de personnes de redevenir françaises en faisant les formalités qu'il faut. Alors, comment peut-on perdre la nationalité française, justement? Voilà, ça c'est une bonne question parce qu'on peut penser qu'une fois qu'on a la nationalité française, on ne peut plus la perdre. Or, on peut perdre la nationalité. Et ce n'est pas une acquisition définitive. Quelle que soit la forme d'acquisition de la nationalité française, on peut la perdre, que ce soit par la filiation, le droit du sang, comme on l'a étudié la dernière fois, le droit du sol, ou la naturalisation par décision de l'autorité publique, la nationalité française peut être perdue. Je donne un exemple. Si un enfant est né d'un père camerounais, d'une mère sénégalaise, et que cet enfant est né au Mali, à votre avis, monsieur Phil, quelle est la nationalité de cet enfant? Nationalité malienne, il est né au Mali. Ouais. Pas forcément. Il va pas avoir 3 nationalités, cet enfant. Il peut avoir 3 nationalités. Bonne question. Tu as résolu des questions de droit qui sont les plus complexes dans le système juridique. Ce qu'on appelle le droit international privé. Il y a plusieurs lois qui sont en conflit, ce qu'on appelle les conflits de loi. La résolution des conflits de loi est l'une des problématiques les plus denses, les plus intenses et les plus compliquées du droit de manière globale. Cet enfant-là, si le droit malien où il est né n'accorde pas le droit du sol, il n'est pas malien. C'est comme l'enfant qui est né en France n'est pas automatiquement français du seul fait qu'il est né en France. Contrairement aux États-Unis. Contrairement à d'autres pays. Il y a beaucoup de systèmes, selon les systèmes diffèrent. Il y a des pays où l'enfant peut avoir le droit du sang, mais à condition qu'il l'ait de son père. Ça veut dire qu'il ne peut pas acquérir la nationalité française de sa mère. C'était le système, par exemple, dans un pays comme le Sénégal, un système qui était très paradoxal, et d'autres pays le font aussi. Donc, s'il s'avère maintenant que l'enfant a la possibilité d'avoir le droit du sol de son lieu de naissance, le Mali, et qu'il peut aussi avoir le droit du sang par la nationalité ivoirienne de son père, il peut aussi avoir le droit du sang par la nationalité camerounaise de sa mère. Cet enfant a 3 nationalités. D'accord. Mais si... 3 passeports. 3 passeports. Il peut avoir 3 passeports, 3 nationalités, 3 cartes d'identité, 3 tout ce qu'il veut, tout ce que donne la nationalité. Tout cela est possible. C'est possible. Mais s'il s'avérait que une de ces nationalités est exclusive, ça veut dire qu'il y a une nationalité qui est jalouse, qui dit que si vous avez ma nationalité, vous ne pouvez pas avoir d'autres nationalités. Ce qu'on appelle refuse la binationalité. La binationalité ou bien la triple nationalité, la plurinationalité. Parce qu'il y a des gens ici en système, en France, on connaît des ministres qui ont tellement de nationalités, tellement de passeports qu'ils ne savent même plus quel passeport utiliser pour voyager. Donc si on est dans ce cas de figure, pour revenir en ce qui nous concerne la France, effectivement, cet enfant-là, cette personne, on dit enfant, mais cette personne va perdre la nationalité française. Si bien que la France, elle, n'interdit pas la plurinationalité. On peut être malien, être naturalisé français et ne pas perdre sa nationalité malienne. On peut être français, être naturalisé sénégalais et ne pas perdre sa nationalité française. La France ne pose pas ce problème, mais d'autres pays le posent. Et dans ce cas, il y a un problème de droit international privé qui se pose. On risque de perdre la nationalité française. C'est un moyen par lequel on peut perdre la nationalité française. On peut aussi perdre la nationalité française par sa décision volontaire. Volontairement, on peut dire je répudie la nationalité française. Je refuse d'être français. Je ne veux plus être français. Je l'ai été. Voilà, je vais au Sénégal et je fais une déclaration au consulat. Je dis que maintenant je vis ici au Sénégal, j'ai la nationalité sénégalaise, la nationalité française ne me va plus, ne me convient plus, je vous rends votre nationalité. Ça c'est possible. Je sais que c'est très rare parce que concerne mes compatriotes sénégalais ou autres, mais c'est une possibilité légale. Il peut arriver qu'on se trouve dans ce cas de figure où on n'a plus besoin d'une nationalité étrangère et on peut la répudier. C'est le cas de la nationalité française qu'on peut répudier. Autre moyen de perdre cette nationalité française, c'est par la déchéance. On a entendu le fameux Manuel Valls qui voulait déchoir de leur nationalité certains jeunes dits entre guillemets des banlieues qui avaient fait de petits délits
c'était une aberration juridique qui heureusement n'a pas marché parce que François Hollande ne l'a pas écouté. Néanmoins, le droit français prévoit qu'on puisse perdre la nationalité française par déchéance si on a commis un délit assez grave. Par exemple, si on commet des faits assimilables à de l'espionnage, ça compromet les intérêts de la France, ou bien de terrorisme. Dans ce cas de figure, on peut être déchu de sa nationalité. Pareil, si on a acquis la nationalité française par déclaration ou bien par décision de l'autorité publique, ce qu'on appelle naturalisation, si on se rend compte que les conditions qu'il fallait remplir pour obtenir sa nationalité ont été obtenues par fraude ou par mensonge, on peut retirer le décret de cette nationalité. Et donc là, c'est une forme aussi de déchéance. En dernier lieu, on peut perdre la nationalité par défaut de pratiquer la nationalité. D'accord. C'est comme si on a la nationalité par filiation et qu'on ne l'a jamais exercée. C'est le cas de figure de pas mal d'étrangers qui ont vécu dans leur pays d'origine. Je donne un exemple de monsieur Gabonais. Son grand-père était de nationalité française avant l'indépendance du Gabon. Il a gardé sa nationalité, il l'a donné à son fils, mais ils ne l'ont jamais pratiqué, ils ne l'ont jamais appliqué. Ils ne sont jamais venus en France, ils n'ont jamais eu de passeport ni de carte d'identité. De facto, ils perdent la nationalité par défaut de possession d'État. Voilà les moyens pour perdre la nationalité française. Alors justement, comment perdre la nationalité française et comment la recouvrer justement, comment recouvrer sa nationalité française par réintégration? Comme je l'ai dit effectivement tantôt, on peut, donc il y a les deux possibilités par la réintégration, par la déclaration. Par la réintégration, c'est une forme de naturalisation. Mais qui dit réintégration, ça veut dire qu'on a déjà été intégré. Ça veut dire qu'on recourt cette nationalité. Comme pour demander la nationalité, il faut remplir des conditions de fond. La différence ici et l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé d'être sur place. On ne peut pas être naturalisé en France si on ne vit pas en France. Si on n'a pas l'ancrage sociétal et familial en France, on ne peut pas être naturalisé. Mais on peut être réintégré, même si on est à Yopougon ou à Bamako, on peut, depuis là-bas, solliciter les autorités consulaires ou diplomatiques françaises et leur demander de nous réattribuer notre nationalité qu'on avait perdue. Et l'intérêt aussi, c'est que si on est en France, normalement, on doit justifier qu'on a des moyens de subsistance. Les moyens de subsistance qu'on apprécie ici, il faut avoir au moins le SMIC, pouvoir vivre décemment de ces moyens de subsistance et ne pas dépendre des minima sociaux. Quand on est à Yopougon, on ne nous demandera pas cela. Par contre, il faudra juste prouver, comme pour quelqu'un qui demande la naturalisation, qu'on est assimilé. L'assimilation dans le sens où on va parler un français avec un niveau suffisant, pas le français de Yopougon ou de Yembala Dakar, avoir un niveau au moins B1 et aussi prouver qu'on connaît un peu l'histoire de la France, sa géographie. Il faut se préparer à ça, comme pour quelqu'un qui demande la naturalisation, qu'on connaît aussi le rôle de la France dans le monde et aussi quels sont les principes et les valeurs républicaines de la France, en l'occurrence liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est un minimum. Et donc, si on fait la demande, donc, les enfants mineurs qui sont là-bas peuvent en bénéficier. Le conseil que je donne, c'est que si vous devez faire cette procédure, faites-la assez tôt. N'attendez pas tard, parce que les démarches peuvent prendre du temps déjà ici en France. A fortiori, au niveau des autorités consulaires dans nos pays d'origine, ça prend encore plus de temps. Si vous le faites alors que votre enfant a 15 ans, si la procédure dure 3 ans, votre enfant sera majeur et malheureusement ne pourra pas bénéficier de l'effet collectif de cette réintégration. Le droit et nous, dans la grande matinale avec Phil le Montagnard, sur Africa numéro 1. Et on enchaîne tout de suite à Liutal avec une dernière question. Nous n'avons plus assez de temps. Comment recouvrer sa nationalité française par déclaration? Aussi, c'est une autre possibilité de recouvrer la nationalité par déclaration. Et là, il faudra signifier que les personnes qui ont perdu la nationalité française acquise par filiation ou par défaut de possession d'État, je donne l'exemple des personnes qui l'ont été français avant l'indépendance de leur pays, comme je l'ai souligné tantôt. Si ces personnes ont gardé une attache culturelle, économique, un lien familial avec la France, ces personnes peuvent demander à recouvrer leur nationalité française par une déclaration. C'est le cas aussi des personnes qui ont perdu la nationalité française à raison du mariage ou bien à raison de l'acquisition par une mesure individuelle. Je donne un exemple. Je suis de nationalité française, je me marie à une Ivoirienne. Et du fait de la loi ivoirienne, je perds la nationalité française parce que j'acquiers la nationalité ivoirienne qui est jalouse, comme on dit tout à l'heure, qui est exclusive, qui ne permet pas la binationalité. Si par exemple, pour des raisons personnelles ou autres, je divorce ou que je ne veux plus de cette nationalité, je peux demander à recouvrer ma nationalité française par une procédure de déclaration. Ce n'est pas la réintégration classique, ça donne plus de droits, c'est une procédure de réintégration. Donc par la déclaration. Aussi, autre possibilité, c'est les personnes qui ont la possession d'État français pendant 10 ans. Ça, c'est un exemple très pertinent. Et ça arrive à beaucoup de gens. Je donne un exemple, quelqu'un que j'ai aidé.
qui a eu la nationalité française pendant un temps. Il voulait renouveler ses documents, carte d'identité et passeport. On lui a dit non. On s'est rendu compte que vous avez acquis la nationalité par erreur. C'était une erreur. Or, il a été français de bonne foi pendant 10 ans. Il a voté, il a eu sa carte d'identité, il a eu son passeport. Il a commencé même à acquérir un bien immobilier et le monsieur devrait perdre sa nationalité. Il l'a perdu parce que le titre par lequel il a eu l'affiliation n'était pas avéré. C'était apocryphe. Néanmoins, comme il a porté de bonne foi cette nationalité, du fait de ce qu'on appelle la possession d'État, il a été traité comme tel, comme français. Il a eu cette renommée de français, ce qu'on appelle noma, forma et tractatus. Ce sont les éléments de la possession d'État. Si ça vous arrive, que vous avez porté même à tort la nationalité française pendant 10 ans, vous pouvez recouvrer cette nationalité par ce qu'on appelle la déclaration suivant la possession d'État. C'est très important à savoir. C'était Le Droit et nous dans la grande matinale avec Alioutal sur Africa numéro 1. Le Droit et nous avec Alioutal sur Africa numéro 1. Le Droit et nous comme tous les mercredis en direct et vous avez la possibilité de nous appeler au 01 55 07 58 00 pour poser des questions sur le sujet du jour. Nous traitons aujourd'hui des questions d'auditeurs qui ont des difficultés pour obtenir la naturalisation ou pour bénéficier de la nationalité française de leur enfant par l'obtention d'un titre de séjour. Bonjour Alioutal. Bonjour Phil. Nous allons commencer avec la question de cet auditeur qui pour la plupart ont préféré garder l'anonymat. Je suis père de 3 enfants français, mais la préfecture a refusé ma demande de titre de séjour alors que mon avocat m'avait dit que si j'ai un enfant français, j'aurais automatiquement droit à un titre de séjour. Pouvez-vous m'éclaircir sur cette contradiction et me dire ce que je dois faire ? Effectivement, on peut dire qu'il y a contradiction entre les deux informations que la personne a eues. D'abord de son avocat qui lui avait dit que l'automaticité de l'obtention du titre de séjour est là, alors que la préfecture lui a opposé un refus. Et on est perdu dans cette situation-là. C'est quand même incompréhensible. Oui, c'est incompréhensible. Le problème, c'est que l'avocat lui a mal informé. Il n'y a pas une automaticité. La loi dit qu'il y a le terme de plein droit. Quand on est père d'un enfant français, on peut avoir un titre de séjour de plein droit. Mais c'est conditionné. Et comme il y a des conditions, l'automaticité saute. Il y a une différence sur ce titre de séjour de plein droit ? Oui, effectivement. La différence, c'est que quand on dit de plein droit, l'administration a une compétence liée. Ça veut dire qu'elle ne peut pas dire non si la personne remplit les conditions. Oui. À partir du moment où il y a un conditionnement, ça veut dire qu'on ne peut pas parler d'automaticité. Alors qu'on va trop vite en résumant ce que l'avocat lui a dit. Beaucoup de personnes le disent dans la vie courante. Si vous avez un enfant français, automatiquement vous avez droit à un titre de séjour. Ce qui fait que beaucoup de gens font des bébés gris. Ce que j'appelle les bébés gris. Des bébés gris. Des bébés gris. On a des mariages gris, mais il y a des bébés gris. D'accord. C'est le terme que j'utilise, que j'ai utilisé d'ailleurs. Et pas des mariages blancs ? Le mariage blanc, ça veut dire carrément c'est fallacieux. D'accord. On a fait un mariage, on ne dort pas ensemble, on l'a fait juste comme ça. Le mariage gris... Il n'y a pas un rapprochement entre... Voilà, il n'y a pas un rapprochement. Alors que dans le mariage gris, on est ensemble en fait. Parfois même, on consomme le mariage, mais la volonté matrimoniale, l'intention matrimoniale n'est pas là. C'est juste pour des fins migratoires. Là, on parle de mariage gris. Je me rappelle, comme j'ai tantôt l'habitude de le dire parfois, lors des comités interministériels auxquels j'ai participé avec le ministre Éric Besson, pour d'ailleurs parler de cette incrimination, je défendais les étrangers en disant qu'on ne peut pas s'immiscer dans la vie intime pour dire carrément comment les gens dorment. Est-ce qu'ils dorment avec amour ou bien sans amour? Ça, c'est personnel. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amouromètre pour dire. Ou on va placer des caméras pour vérifier. Pour vérifier tout ce qui se passe. ce qui se passe. Et là, ça nous ramène au bébé. Parce que qui dit mariage, parfois aussi dit bébé. Parce que des bébés peuvent naître des unions. On peut aussi faire des bébés, parfois pas parce qu'on veut être père ou mère, mais parce qu'on veut des papiers. Et là, ça devient un peu compliqué. Et si on pense que dès qu'on a un bébé, on a un titre de séjour, on fait le bébé pour le titre de séjour, alors qu'après qu'on avoir fait le bébé, la préfecture nous dit non, on est désemparé. D'autant plus qu'il y a un avocat qui avait assuré à la personne que oui, faites le bébé, vous aurez. Ça, c'est des raccourcis, ce n'est pas des solutions juridiques. Maintenant, pour revenir à la question, lui donner des réponses à cet auditeur, il faut lui dire qu'effectivement, quand on est père ou mère d'un enfant français et qu'on entretient celui-ci depuis sa naissance ou au moins pendant les 2 années qui précèdent la demande de titre de séjour et qu'on prouve qu'on participe à l'entretien de l'enfant et à son éducation, ça ne veut pas simplement dire donner de l'argent. On peut être là, garder l'enfant, être à la maison. On est sans papier, on garde le bébé, la maman travaille ou le papa travaille. Effectivement, si c'est avéré, on a droit à un titre de séjour. C'est là que ça devient de plein droit et que la préfecture ne peut pas dire non. Ça, c'est la solution qu'il faut d'abord dire à cette personne. Et maintenant, il nous pose la question à savoir comment il peut faire. Voilà, que dois-je faire? Quelles sont les conditions finalement qu'il doit remplir? Voilà, la première possibilité, c'est qu'il est ascendant d'un enfant. Mais avant, Alioutal, j'aimerais savoir, est-ce qu'il peut poursuivre son avocat? Parce que je pense que c'est l'avocat qui l'a induit en erreur.
Oui, il ne peut pas le poursuivre parce qu'il a induit en erreur. Il faut vraiment montrer qu'il y a une mauvaise foi. C'est comme s'il il amenait sa grand-mère à l'hôpital. Oui. Le médecin fait un diagnostic et se trompe sur la solution. Je veux dire que s'il n'y a pas une erreur professionnelle grave, on ne peut pas reprocher quelqu'un, un médecin ou un avocat, de n'avoir pas amené le résultat. L'avocat est tenu d'une obligation de moyens, pas de résultats. Ouais. Le médecin est tenu d'une obligation de moyens, pas de résultats. Le vendeur d'un téléphone portable, lui... On a parfois le sentiment, lorsqu'on est un avocat, on se sent plus rassuré, on se dit, on pense même qu'à 90%, on a 90% de chances de résultats quand on est un avocat. Ouais, mais c'est l'effet placebo. C'est comme pour les médecins. Les médicaments qu'on nous donne parfois, même s'il n'y a rien, on boit le médicament, on pense qu'on va guérir. Ouais. Enfin, c'est l'effet placebo. Mais l'avocat n'est pas un magicien, il faut le dire. L'avocat ne fait que connaître le droit et c'est pas à lui de décider de donner un titre de séjour, que ce soit moi, le juriste ou l'avocat ou quelqu'un d'autre. On n'a pas les moyens d'assurer à quelqu'un que la personne aura gain de cause. Donc là, il faut éviter. C'est un leurre. Si quelqu'un assure à quelqu'un que j'ai la compétence de vous assurer que vous aurez droit à un titre de séjour, soit à travers une première demande ou bien à travers un recours devant une juridiction, c'est faux. C'est faux, il faut faire très attention. Ouais. Ce que l'avocat peut garantir et doit garantir, c'est sa compétence. Une bonne compétence dans la matière. Aujourd'hui, nous avons des avocats véreux qui savent déjà, même lorsqu'ils ont le dossier, que c'est voué à l'échec, mais ne vont jamais le dire. Et là, c'est pas bon par contre. Là, il faut avoir l'honnêteté quand il faut vraiment faire le diagnostic et dire à la personne quels sont les tenants et les aboutissants et les chances que ça marche. Et quand on voit que le dossier là, il est perdu et qu'il y a une impossibilité juridique, il faut le dire à la personne. Ça, c'est une question de déontologie, c'est une question de morale. Et bon, on va pas faire des jugements de valeur à ce niveau. Ouais. Mais ce qu'on va dire à cette personne, c'est que d'abord, il y a deux possibilités. Il a dit des enfants. On ne sait pas comment sont les enfants, majeurs ou mineurs. Si lui, il peut déterminer, prouver qu'il entretient les enfants, effectivement là, il a droit à ce titre de séjour. Si il ne peut pas le faire, s'il y a un des enfants qui est majeur par exemple, qui peut l'entretenir, ou même ça peut être un mineur de 17 ans qui fait du football, qui a de l'argent. Vous comprenez, ça arrive maintenant que les footballeurs qui gagnent beaucoup d'argent, je donne un exemple un peu caricatural pour faire référence aux joueurs qui gagnent beaucoup d'argent, mais il peut aussi prétendre à un titre de séjour en tant qu'ascendant de français pris en charge par celui-ci. Ouais. J'ai eu un cas que je traite en ce moment-là. Là aussi pareil, l'avocat s'est trompé. Ils sont partis devant la juridiction administrative. Ils n'ont pas eu gain de cause. C'est la préfecture qui avait raison. Ouais. Parce qu'ils ont invoqué un article du Code civil L313 11 qui permet aux parents qui entretiennent à son enfant d'avoir un titre de séjour. Or, ce parent n'était pas là et n'entretenait pas l'enfant. Alors qu'il y avait un enfant majeur qui l'entretenait lui et que sous cet angle-là, l'avocat devrait invoquer cet argument qui relève de l'article L314 11 du CCEDA. Donc là, on se trompe carrément, on ne peut jamais avoir gain de cause. Donc il faut dire à cet auditeur, s'il a un enfant qui l'entretient, qu'il prouve qu'il est entretenu par cet enfant-là, il peut avoir un titre de séjour. Et là, effectivement, c'est de plein droit aussi. Vous êtes déjà nombreux à composer le 01 55 07 58 00 pour poser vos questions. Nous avons Bernard que nous allons prendre dans un instant. Mais d'abord, la suite des questions. Je suis étudiant étranger. J'ai eu un Master 2 et j'ai fait un changement de statut pour obtenir la carte de séjour salarié. Un an après mon changement de statut, j'ai déposé une demande de naturalisation. La préfecture a ajourné ma demande au motif que cela ne fait pas longtemps que j'ai un travail. Ce motif est-il valable ? J'ai 2 mois pour faire un recours. Est-ce utile de faire ce recours ? Est-ce que j'ai des chances d'avoir gain de cause à l'UTAL ? Là, je vais commencer par le dire oui. Il a de fortes chances d'avoir gain de cause. Et le hasard fait que pas plus tard qu'avant-hier, j'ai eu un cas de figure d'un étudiant à Marseille que j'accompagnais pour son changement de statut et que cet étudiant maintenant a introduit une demande pour avoir la naturalisation. On lui a invoqué les mêmes motifs d'ajournement en s'appuyant sur l'article 44 du décret du 30 décembre 1993. Probablement, il est presque sûr à 99,99% que dans la décision de cet étudiant, il est marqué ce que je vais dire. Conformément à l'article 44 du décret du 30 décembre 1993, votre assimilation ou bien votre intégration professionnelle n'est pas complète. Donc, j'ajourne votre demande de naturalisation à 2 ans. Or, cet ajournement est illégal parce que ce décret renvoie au Code civil et que ce Code civil, son interprétation aussi, l'interprétation du décret a été précisée par une circulaire du 16 octobre 2012 qui dit que pour les étudiants étrangers, le critère d'assimilation ne doit pas se focaliser uniquement sur l'obtention d'un travail, surtout pour la période de référence de 12 mois. Moi, il m'est arrivé d'aider un étudiant qui venait tout juste de faire son changement de statut. On lui a dit la même chose, on a fait le recours et ça a marché. Parce qu'il avait un fort potentiel d'intégration professionnelle. C'était un ingénieur informaticien. Donc son accès au marché de l'emploi, il est là, alors qu'il avait déjà son boulot. On lui a dit qu'avant, vous ne travailliez pas assez. Mais or, c'est le Code civil, non, autant pour moi, le Code des étrangers et le Code du travail qui interdisent
à l'étudiant étranger de travailler à temps plein. L'étudiant étranger ne peut travailler a priori qu'à titre accessoire, pas plus de 964 heures par an. On ne peut pas lui reprocher de n'avoir pas violé la loi. J'ai utilisé cet argument-là. Là, on lui reproche de n'avoir pas violé la loi sur le travail des étudiants étrangers pendant qu'il était étudiant. Ça veut dire que ce motif-là est illégal. D'autant plus que le ministère de l'Intérieur est revenu sur ça pour dire au préfet, faites attention. Pour les étudiants étrangers, le critère prépondérant pour apprécier l'assimilation, ce n'est pas le travail. Il faut voir son potentiel global d'intégration et ses chances d'accès au marché de l'emploi. Or, le fait d'avoir un Master 2, c'est un critère d'assimilation. Le fait d'avoir réussi un changement de statut d'étudiant à salarié, c'est un critère d'intégration. Aussi, le fait d'avoir ce niveau-là. Quand on a un bac, on parle français, on est quand même assimilé à la culture française. Ce sont des ingrédients que cet étudiant devrait utiliser dans son recours et probablement, s'il est accompagné par un juriste qui connaît la matière, il aura gain de cause, très probablement. Voilà, nous traitons aujourd'hui des questions d'auditeurs qui ont des difficultés pour obtenir la naturalisation ou pour bénéficier de la nationalité française de leur enfant par l'obtention d'un titre de séjour. 01 55 07 58 00. On va commencer par Bernard. Est-ce qu'il est là, Bernard? Allô, Bernard? Bernard, nous vous écoutons. Nous allons enchaîner avec un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, c'est monsieur? Bonjour, c'est monsieur Marc. Marc, nous vous écoutons, Marc. Alors, bonjour monsieur. Au fait, je sais que peut-être je peux sortir du thème de la journée. Du sujet? Au fait, je suis un étudiant qui a un bac plus 3. En fait, j'ai mis son STAPS et tout. Ça fait plus de 14 ans que je suis en Europe et j'étais en Italie d'abord, vous voyez. Et en Italie, j'ai eu un séjour illimité. Et là, un séjour vous avez eu quoi? J'ai eu un séjour... Illimitata. Illimité, oui. Illimitata. Et là, j'ai décidé de venir en France parce qu'avant, j'ai commencé le collège en France, j'ai fait 1 an et après, je suis allé en Italie. Et j'ai fini mes études là-bas. Et là, j'ai décidé de venir ici. Et en fait, je dois changer mon séjour. Et là, je voulais demander comment m'y prendre. D'accord. Et là, j'ai quelqu'un qui, par rapport à ma licence, qui va me faire une promesse d'embauche et tout. Parce que je suis un personal trainer et j'ai fait des formations très spécifiques et tout en Italie. Donc voilà. D'accord, parfait. Voilà. En fait, il y a deux types de solutions pour vous, monsieur. Soit vous voulez continuer vos études. En ce moment-là, vous avez un titre de séjour illimité, mais sur votre titre de séjour, il n'est pas marqué résident longue durée CE. Est-ce qu'il est marqué ceci ou pas? Si, j'ai une résidence longue durée en Italie, moi. Non, en fait, j'ai dit longue durée, il y a 2 catégories. On peut juste marquer illimité. Est-ce qu'il est marqué longue durée CE? Si, c'est marqué longue durée CE. Très bien. Voilà, c'est une nuance que vous ne percevez pas, mais qui est très importante au niveau de votre droit à séjour. Si ce n'était pas marqué, vous seriez obligé de retourner en Italie pour demander un visa pour rester ici en France. Sinon, le titre de séjour, même si c'est ad vitam aeternam illimité, ne vous donnerait droit qu'à des séjours précaires. Après, chaque 3 mois, vous devriez retourner en Italie. Sinon, vous serez dans l'illégalité ici. Alors qu'avec cette mention qui relève du droit communautaire européen, vous avez le droit de demander ici le visa long séjour. Ça, c'est une forte chance que vous avez. Aussi bien en tant qu'étudiant, si vous voulez continuer vos études, si vous avez une inscription, oui, je vais d'abord pour les études, ensuite pour le travail. Pour les études, si vous avez une inscription, vous pouvez automatiquement aller à la préfecture pour demander donc, le titre de séjour étudiant. Or, dans l'autre cas de figure, que ce soit en espagnol ou autre, s'il n'y a pas cette mention, vous devrez retourner. J'ai un cas de figure pareil pour une étudiante d'origine sénégalaise qui avait un titre de séjour illimité avec ses parents en Italie, mais qui n'avait pas cette mention. Et que sa demande a été rejetée. On lui a demandé de retourner au consulat français qui était à Rome pour demander le visa long séjour étudiant. Vous êtes épargné de cette obligation. Vous pouvez faire ça ici. Pour le travail, c'est pareil. À partir du moment où vous avez cette mention, avec la promesse d'embauche qu'on vous a donnée, vous pouvez effectivement déposer, si votre employeur remplit les conditions, si c'est une vraie entreprise, si ce n'est pas une coquille vide, vérifier carrément si l'entreprise est aussi en règle par rapport aux obligations sociales. Si c'est le cas, avec le formulaire CERFA qu'on vous donne, avec les éléments sur le travail, le salaire et autres, même le SMIC, vous avez droit à un titre de séjour suivant la promesse d'embauche qui vous a été donnée. Si c'est salarié, vous pouvez avoir salarié. Aussi, en dernier lieu, à partir du moment où vous n'avez pas besoin de ces visas, même si vous avez un problème avec l'employeur, à partir du moment où vous avez une compétence particulière, vous pouvez créer votre propre structure et même collaborer avec cette entreprise et avec d'autres et demander la carte de séjour entrepreneur profession libérale. Voilà des solutions qui sont à votre portée et donc je pense qu'il n'y aura pas forcément d'obstacle pour vous. Et puis en cas de problème, vous n'hésitez pas à revenir vers moi ou bien vers quelqu'un qui a les mêmes compétences. Ok. Alors, ok. C'était Le Droit et nous dans la grande matinale avec Eliutal sur Africa numéro 1.
Le droit et nous, dans la grande matinale avec Alioutal sur Africa numéro 1. La radio africaine, comme tous les mercredis, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat des étudiants étrangers en France. Sur la trajectoire de la réalisation de son projet professionnel, l'étudiant étranger peut être amené à vouloir créer une entreprise pendant ses études et surtout après l'obtention de son diplôme. Quelles sont les possibilités prévues par la loi? C'est le dossier que nous allons engager dans quelques instants avec vous. Alioutal, bonjour. Bonjour Phil. Je rappelle que vous êtes juriste spécialiste des droits des étrangers en France. Suite au précédent numéro du Droit et nous avons reçu beaucoup de questions d'étudiants qui souhaitent créer une entreprise pendant leurs études en France. Que dit la loi et quels conseils leur donnez-vous, Maître Tal? Alors, il faut d'abord préciser que l'étudiant est libre en principe de créer ou d'acquérir une entreprise de droit étranger. Oui. Ça veut dire qu'un étranger qui est entrepreneur dans son pays d'origine peut être étudiant en France. Ce n'est pas incompatible. La question est de savoir est-ce que l'étudiant étranger qui est en statut administratif d'étranger étudiant a la possibilité de créer une entreprise en France. À ce niveau, il faut préciser que l'étudiant est libre d'acquérir une part de capital d'une entreprise par la création ou par la cession. Mais son statut d'étudiant ne lui permet pas d'être gérant d'une société ou de créer une entreprise individuelle. Il doit préalablement procéder à un changement de statut. Ce qui est délicat et ce qui est parfois même anachronique parce qu'il n'a pas encore fini. Le changement de statut de droit commun peut se faire pendant les études, mais en général, il est plus plausible de le faire avec un master. On va y revenir toutefois. Il y a le cas qu'il faut souligner de ce qu'on appelle les livreurs à vélo, les bikers, qui travaillent, on l'a abordé la dernière fois, avec Uber Eats ou bien avec Deliveroo, qui ont un statut d'entrepreneur individuel. Et parfois, c'est sans le savoir. Ils peuvent se retrouver contre ces sociétés dans un état de conflit inédit. Parce que ces sociétés présument qu'ils sont entrepreneurs indépendants, c'est le cas de Deliveroo dans ses contrats, alors que l'étudiant travaille. Il y a un bon contingent d'étudiants étrangers qui travaillent dans ce domaine-là. J'ai abordé cette question lors de l'atelier juridique que j'ai animé avec des étudiants sénégalais à Clermont-Ferrand il y a une semaine. Effectivement, il y a beaucoup d'étudiants qui sont concernés et qui ne se rendent pas compte qu'ils sont entrepreneurs, micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs ou entrepreneurs individuels d'après le contrat qu'ils ont signé avec Deliveroo ou autres sans le savoir. Or, le statut d'étudiant ne le permet pas, ce qui signifie qu'ils sont dans l'illégalité. S'il y a une rupture de contrat de collaboration, parce qu'on les considère comme des collaborateurs avec leur employeur, ils peuvent se retourner contre cet employeur parce que cet employeur les aura mis dans une précarité. Ils peuvent même attaquer cet employeur devant les prud'hommes et l'attaquer aussi sur le plan civil. Parce que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage obligeant celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ils sont redevables au titre de l'article 1240 ex 1382 du Code civil de procéder à une réparation du dommage qui serait causé à cet étudiant-là parce qu'il aurait violé les règles sur le Code du travail, parce qu'il aurait perdu son statut d'étudiant. Donc ça, c'est très important à souligner à ce niveau-là. Alors, autre question, une fois diplômé, comment un étudiant étranger peut créer une entreprise pour continuer de séjourner légalement en France? Oui, et vous me permettrez juste de souligner que quand même une solution pour cet étudiant-là, ils vont me dire mais quoi faire? Quoi faire avec ces employeurs qui créent d'abord une entreprise dont ils n'ont pas le droit juridiquement? Ils peuvent, au niveau associatif, beaucoup d'associations d'étudiants existent. Ces associations, même si elles n'ont pas vocation de délivrer des contrats de travail, des CDD, à titre lucratif, ils peuvent quand même employer des étudiants. L'objectif, c'est de ne pas distribuer des bénéfices. Une association, loi 1901, ne peut pas distribuer des bénéfices, mais peut employer. Donc, ces associations peuvent être un tremplin. L'association peut signer un contrat avec l'employeur de base et signer des CDD avec des étudiants membres. Ça, on contourne la loi, mais c'est légal. On ne viole pas la loi. Ça peut aussi être d'autres formes qu'on va aborder. Par exemple, je vais l'ébaucher, une EURL ou bien une SAS créée par un proche ou un autre et qui va à son tour faire une sous-traitance, signer un CDD avec l'étudiant qui pourra travailler en tant que livreur, et cette fois-ci légalement. Pour revenir à la deuxième question, à savoir, une fois diplômé, qu'est-ce que l'étudiant peut faire? D'abord, l'étudiant peut rentrer, il faut le dire, c'est une possibilité dans son pays d'origine. Mais je pense que ce n'est pas ça le nez de la guerre. Si on rentre dans son pays, on peut créer une entreprise effectivement, mais l'intérêt est de savoir comment, une fois que je suis rentré chez moi avec une société, je peux revenir ici, avoir un droit au séjour, maintenir mon droit au séjour en France. C'est une question délicate. Il y a eu beaucoup de tralala, on en a parlé.
Mais je vous assure au jour d'aujourd'hui qu'il n'y a aucun dispositif en droit français qui permet à cet étudiant d'avoir le droit systématique d'aller et de venir. Je tiens à le dire parce qu'il y a des choses qui ont été dites à ce niveau-là et qui n'existent pas. Quand on conseille quelqu'un, il faut lui dire la vérité, même si parfois c'est pas ce que la personne veut entendre. Oui. Voilà. Par contre, il y a d'autres possibilités qu'on peut envisager. Il me semble plausible, dans la même mesure qu'on permet avec une directive européenne à un étudiant rentrer chez lui qui travaille avec une société, par exemple française, comme je dis par exemple Orange ou autre, qui est dans son pays d'origine, cet étudiant peut avoir la mobilité intra-groupe en tant que stagiaire ou même en tant que salarié de manière précaire. Ça veut dire jusqu'à 3 ans. Ce qu'on appelle la carte ICT, Intra-Company Transfer. Stagiaire aussi mobile. On peut avoir la mobilité même dans l'Europe. Le même procédé pouvait être créé. Un étudiant qui rentre avec une société, si cet étudiant a des connexions professionnelles, des contrats de partenariat avec des entreprises françaises, on devrait lui permettre d'avoir la mobilité, d'aller et de venir. Donc pourquoi ne pas créer ce que j'appellerais moi la carte Extra-Company Transfer? Comme l'Union européenne a procédé à cette législation qui a été transposée dans le droit positif français avec la carte ICT, pourquoi ne pas créer la carte ECT? Donc ça, c'est une suggestion que je donne aux étudiants, à leurs associations, à leur pays d'origine de gouvernement et aux autorités françaises. C'est une possibilité. On revient maintenant à l'étudiant qui est ici, qui a créé sa société et qui veut avoir un titre de séjour, garder son droit au séjour régulier ici en France. Quelles sont les possibilités? Si on crée une société, il y a une nouvelle loi du 7 mars 2016 qui entre en vigueur le 1er novembre 2016 et qui a été consacré dans le Code des étrangers à travers l'article L313-20 5e mois qui permet à l'étudiant créateur d'entreprise de bénéficier d'une carte de séjour qu'on appelle passeport talent. Il y a des procédés. Par contre, le décret qui précise les modalités d'application, les critères d'application de cette loi, c'est un décret problématique sur ce point. Parce que ça laisse un problème de droit qu'on appelle un camailleux. On ne sait pas si c'est noir ou si c'est vert. Les préfectures l'appréhendent comme ils veulent et différemment. Je donne un exemple. Sur le budget, il y a des préfectures qui exigent de l'étudiant diplômé de prouver qu'il va faire ou bien qu'il a fait un investissement de 30 000 euros avant de bénéficier de cette carte. Exact. En général, ce n'est pas plausible. Un étudiant qui tire le diable par la queue pour payer son loyer de 300 euros aura du mal à prouver qu'il va faire ou bien qu'il a fait un investissement de 30 000 euros. Néanmoins, il y a des possibilités. Mais si l'étudiant créateur d'entreprise est porteur d'un projet innovant et que le caractère innovant a été certifié par un organisme public, la condition de budget n'est pas opposable à cet étudiant. Il peut automatiquement avoir la carte de séjour passeport talent. Il y a d'autres formes de possibilités qu'on va y revenir. Aussi, ce qu'il faut dire, c'est que l'article L313 3e mois du Code des étrangers permet à un étudiant d'avoir la carte de séjour qu'on appelle entrepreneur profession libérale, parce qu'on a créé une société. L'avantage, c'est que là où on vous demande un budget de 30 000 euros avec la carte passeport talent, on ne vous le demande pas ici. Là, il faut juste prouver que votre entreprise est viable et que vous allez pouvoir vivre de votre activité avec au moins le SMIC. Donc ça, c'est plausible. C'est une possibilité qui est offerte à l'étudiant qui est créateur d'entreprise. Alors, si l'étudiant, Maître Tal, l'étudiant étranger, décide de créer son entreprise en France, quelle forme juridique vous lui conseillez? Ça, c'est très important parce que c'est le nœud de la guerre. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont se fier à eux-mêmes ou bien à un expert. Je donne un exemple. On va demander conseil à un expert en économie qui va vous créer une entreprise tout de suite. Mais il vous met dans l'illégalité. Ouais. Parce qu'il ne sait pas que vous ne pouvez pas créer cette entreprise qu'il est en train de créer pour vous. Donc il faut faire très attention, savoir qui vous écoutez. La personne que vous écoutez doit avoir l'ingénierie, la compétence, l'expertise dans ce domaine-là. Il ne s'agit pas d'être un bon informaticien pour conseiller dans un domaine juridique ou administratif. Donc il faut aussi dire, avant de répondre à cette question, que même si l'étudiant n'a plus la possibilité d'avoir un titre de séjour, pour beaucoup de pays, par exemple des Africains étudiants d'origine subsaharienne, leurs pays ayant signé des accords de gestion de flux migratoires avec la France, ils peuvent bénéficier des dispositions de l'article L313-14 du CCEDA dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour par la création d'une entreprise. La création d'une entreprise avec un caractère innovant, même si vous n'avez plus de titre de séjour, peut vous permettre donc d'avoir effectivement une admission exceptionnelle au séjour. Pour la forme juridique, s'il s'agit, comme on l'a dit, pendant les études, de vouloir travailler avec un livreur à vélo, mieux vaut passer par l'association ou bien par une tierce personne qui va créer une société et qui vous fait un CDD. S'il s'agit maintenant de faire une société pour avoir la carte entrepreneur profession libérale, je suggère la carte
pour avoir cette carte, je suggère la forme juridique entrepreneur individuel. Oui. L'intérêt de cette carte, c'est qu'il n'y a pas de capital, pas besoin d'associés, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, vous payez sur l'impôt sur les revenus. En tant que travailleur non salarié, vous dépendez du régime social des indépendants et vous payerez moins de charges sociales. Ça, c'est très intéressant. S'il s'agit d'avoir maintenant la carte passeport talent, la forme juridique que je propose, c'est l'EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou bien la SAS, société par action simplifiée. L'intérêt, c'est que vous pouvez être le seul. Vous pouvez vous associer aussi avec une personne physique ou une personne morale. Votre responsabilité sur les dettes de l'entreprise est limitée aux apports. Alors que dans l'entreprise individuelle, il y a une responsabilité individuelle. Ça veut dire que vos biens personnels peuvent être saisis pour régler vos dettes. Il faut faire très attention. Néanmoins, vous pouvez opter pendant un temps, pendant 5 ans, vous pouvez changer de régime fiscal. C'est très intéressant. Pour l'EURL, ce que je conseille pour les petites structures, quelqu'un par exemple qui fait du conseil comme moi, du conseil juridique, peut créer une EURL. Il peut payer sur l'impôt sur le revenu, mais il peut opter pour l'impôt sur les sociétés pendant 5 ans fiscal à ce niveau. Et dernièrement, pour la SAS, si vous avez une grande structure, un gros projet, vous vendez des services, des logiciels, vous avez un projet important en matière d'écologie, je vous conseille par exemple l'EURL. Votre régime fiscal est l'IS, l'impôt sur les sociétés, mais pendant 5 ans, vous pouvez opter pour l'impôt sur les revenus. Ça veut dire que vous avez un allègement, vous allez optimiser vos charges sociales et votre entreprise aura plus de chances de prospérer. Pour le reste, vous pouvez me contacter au 06 16 05 45 51 et de préférence un SMS. C'était Le Droit et nous dans la grande matinale avec Elioutal sur Africa numéro 1.